juste 10 heures du matin quand le lieutenant Moore revient du lieu du crime. Pendant que l'agent Drake gare la voiture de patrouille devant la nouvelle annexe du quartier général de la police, Bud Moore grimpe les larges marches qui mènent à l'immeuble récemment terminé. « L'inspecteur Hardin veut vous voir, lieutenant Moore !» annonce le sergent au bureau de réception. « Immédiatement !» Moore fait un signe de tête, tourne à gauche et, au fond du couloir, tourne de nouveau à gauche pour s'arrêter devant le bureau de l'inspecteur principal Hardin. « Eh bien, Moore !» commence-t-il d'un air renfrogné. « Qu'est-ce que c'est, ce coup-ci ?»« Un meurtre par strangulation, inspecteur, » commence le lieutenant. « Une prostituée qui travaillait dans Water Street. Elle a les veines trouées de piqûres. »« Des suspects ?»« Non, pas encore. Le détective Dobber est sur l'affaire. Il enquête dans les bars du secteur. »« Tenez-moi au courant, lieutenant, » dit l'inspecteur en replongeant dans ses dossiers. « Entendu, » répond Moore, qui sort du bureau. Alors qu'il traverse le hall, le sergent Purdy lève les yeux. « J'ai appris que votre jeune frère Sammy est rentré de la marine ?» engage-t-il sur le ton de la conversation. Moore répond, mais sans prendre le temps de s'arrêter. « Ouais, il est revenu la semaine dernière. Son contrat d'engagement est terminé. Il s'est fait embaucher par la compagnie du téléphone. » Le téléphone sur le bureau du sergent Purdy sonne. En quelques secondes, l'appel est relayé sur le poste de Moore. Il décroche. « Lieutenant Moore ?» commence la voix. Il y a un moment de silence, puis une voix masculine dont le débit monotone paraît calculé lui parvient. « J'ai appris que vous aviez trouvé une fille étranglée à Water Street il y a 1 heure environ. »« Exact, » réplique Moore. « Vous savez quelque chose ?»« Bien sûr, » répond la voix. « Demandez à votre frère Sammy. C'est lui qui a fait le coup. » Le récepteur cliquette. La communication est coupée. La main de Moore reste un moment posée sur son poste, puis il fait glisser son doigt et appuie sur un petit bouton. Le signal pour demander au sergent Purdy de repérer l'appel. Moore raccroche. Sammy n'est pas rentré à la maison la nuit dernière. Au dîner, il lui a dit qu'il sortait avec un copain qui était avec lui dans la marine. Moore a donc imaginé qu'il avait passé la nuit chez lui. Impossible que Sammy ait tué qui que ce soit. Mais il faut qu'il attende le renseignement sur la provenance de l'appel. Ensuite, il appellera Sammy qui sera probablement rentré à l'appartement. Le téléphone sonne. C'est le sergent Purdy. « Lieutenant Moore, l'appel provient du drugstore Greens, au coin de la 4e avenue et de Grand Street. Il y a là-bas 7 cabines. » « Appelez la voiture 30, » ordonne Moore. « Dites-leur d'interroger toute personne qui est en train de téléphoner et de me rappeler. » Il raccroche. Moins de 5 minutes plus tard, il entend le haut-parleur du hall annoncer l'information tandis que l'appel est diffusé sur radio. Le lieutenant Moore veut joindre Sammy, mais décide finalement qu'il vaut mieux que l'appel ne passe pas par le standard. Dans le hall, il y a un taxiphone. Il tombe nez à nez avec le détective Dobber. Moore sent son estomac se nouer. Il ne veut rien lui demander pour l'instant. Après, quand il aura parlé avec Sammy. Mais Dobber s'attend à ce que Moore l'interroge sur les dernières informations de l'affaire. « Alors ?» dit le lieutenant. « Vous avez trouvé quelque chose ?» Dobber, surpris, le regarde longuement. Quand Moore crie comme ça, c'est que ça va mal. Et il sait à quoi s'en tenir. Dobber revient sur ses notes. Lila Wilson, commence-t-il. Enfin, du moins, c'est comme ça qu'elle se faisait appeler. Elle était dans le coin depuis 1 an environ. Plutôt pas mal. Quand elle a débarqué, elle a vite décliné, à ce qu'on dit. Qui vous a renseigné? Dobber paraît surpris. Bah, comme d'habitude, 2 vieilles pies qui traînaient dans un bar, je leur ai rafraîchi le gosier avec quelques bières. Un suspect? Demande sèchement Moore. Non, pas encore, non. Le rapport du labo devrait me mettre sur une piste. Un frisson parcourt Moore.
Il doit parler à Sammy, vite. À plus tard, Dauber. Moore attend que le détective ait disparu dans le couloir pour composer le numéro de son appartement. Ça sonne 5 fois. Enfin, quelqu'un décroche. Sammy! Sammy, c'est toi? Ouais. La voix est pâteuse. Ouais, c'est toi, Bud? Ça va, Sammy? T'as une drôle de voix. Oh, je me sens pas très bien. J'ai pris une sacrée biture cette nuit. Sammy, où étais-tu hier soir? Il y a un moment de silence avant que Sammy ne réponde d'une voix épaisse. Oh, Bud, je sais pas trop. En tout cas, je me suis réveillé dans ce petit square, tu sais, près de Water Street. Mais j'ai dû m'effondrer autre part avant. Tout ce que je peux me rappeler, c'est un mauvais rêve que j'ai fait toute la nuit. J'ai pas cessé de rêver que j'avais tué une fille. C'est la trouille, Bud. Peut-être que c'est pas un rêve. Peut-être que je l'ai vraiment esclaté. La gorge de Moore se serre. Sammy, écoute-moi bien. Couche-toi, ne réponds pas au téléphone et surtout ne sors pas. J'arrive. Ah, t'inquiète pas, Bud. Je voudrais bouger que je pourrais pas. Quand Moore raccroche le combiné, il sent des gouttelettes de sueur perler à son front. La traversée du hall jusqu'à son bureau lui paraît sans fin. Il ne tourne pas la tête. Il retourne que Purdy l'apostrophe et qu'il soit incapable de lui répondre calmement. Il s'effondre sur sa chaise quand la sonnerie du téléphone lui perce les oreilles. « Ici l'agent Williams, voiture 30 !» déclare la voix. « Nous avons reçu l'appel pour le drugstore Greens. »« Oui, oui, » répond Moore. « Alors ?»« Aucun homme dans les cabines, lieutenant. Juste 3 femmes, mais elles n'ont rien vu de sûr. Peut-être un homme jeune avec une sacrée tignasse brune. C'est bon, laissez tomber, continuez votre ronde. » Moore raccroche et décide d'aller voir directement son petit frère. Quand le lieutenant de police Moore pénètre dans l'appartement, il trouve son frère affalé sur le lit défait dans le living room. Sammy est encore habillé de la chemise de sport grise et du pantalon de toile assorti qu'il portait la veille, mais en piteux état. « T'as une sale tête, Sammy. Maintenant, dis-moi ce qui s'est passé la nuit dernière. Vite. » Sammy frissonne. « Jamais plus. Jamais plus je boirai une goutte d'alcool, Bud. Jamais plus. » « Ok, Sammy, on en reparlera. Je veux savoir ce qui s'est passé hier soir. Allez, commence par le commencement. » Eh ben, je suis sorti avec ce copain, tu sais, Carl Betton. On a roulé jusqu'à la plage et puis on a fait la tournée des bars. On a baratiné quelques poules au passage et puis après, je sais plus. C'est le vide. Oh, j'ai mal. J'ai la tête qui va exploser. Je crois que j'ai perdu conscience. Dans la voiture de Betton? Oui. Un coupé qu'il a acheté la semaine dernière. Et le square de Water Street, c'est Betton qui t'a largué là? Sammy frissonne. Oh non, il aurait pas fait ça. Oh, je sais pas. Et la fille? Moore sent sa gorge se nouer. Oh, Bud, pendant 4 heures, j'en ai rêvé. Je pouvais penser qu'à ça. J'avais tué une fille à l'air sexy, bien roulée, aux longs cheveux blonds. Elle portait un long t-shirt comme chemise de nuit. Oh, Bud, je me sens comme si je l'avais tuée. Et comment tu l'aurais tuée, hein? Dis-moi, fais un effort, Sammy. Sammy ferme les yeux. Étranglé. Je l'ai étranglé. Je l'ai tué, Bud, c'est sûr, c'est pas un rêve. Le lieutenant se sent envahi d'une violente colère, mais le sentiment d'avoir à protéger son frère l'emporte. Si Sammy a tué cette fille, c'est qu'elle a dû l'y pousser. Ok, Sammy. Repose-toi, ça n'est qu'un cauchemar après un coma éthylique. Prends de l'aspirine, mais sous aucun prétexte, tu ne sors d'ici et tu décroches pas le téléphone, compris? À ce soir. Quand Moore regagne le quartier général de la police, le directeur du labo a prévenu qu'il voulait le voir.
McCord, l'expert pour les empreintes digitales, a terminé son travail. Les chimistes, eux, ont encore besoin de quelques heures pour avoir certains résultats d'analyse. Pas d'empreinte, McCord. Les chimistes disent qu'elle a été étranglée avec la serviette qu'on a trouvée par terre. D'autres indices? Demande le lieutenant, satisfait de ce résultat négatif. McCord secoue la tête. Aucun, non? Sinon que le meurtrier devait être un homme assez costaud. Cette réflexion réconforte Moore, mais il ne le dit pas. Il se dirige vers le labo photo. Là, on lui décroche un cliché encore en train de sécher. On distingue une fille qui semble à moitié endormie. Ses longs cheveux blonds sont étalés sur l'oreiller. Un t-shirt met en valeur les courbes d'un corps voluptueux. Moore quitte le labo et regagne son bureau. Pour la première fois depuis l'appel anonyme, il a le temps de faire le point. Si quelqu'un d'autre sait que Sammy a tué cette fille, pourquoi lui en a-t-il parlé à lui? Pourquoi n'a-t-il pas appelé l'inspecteur principal Hardin? La seule raison qu'il imagine, c'est que celui qui a appelé ne veut pas que Sammy soit inculpé et pense naturellement que son frère, lieutenant de police, va le couvrir. Celui qui prend tant de soin de Sammy doit être un de ses amis. Et c'est peut-être justement ce Carl Betten, le copain avec qui Sammy a passé la nuit. Moore cherche son adresse dans l'annuaire et décide d'aller le voir. Mais plutôt que de se faire conduire par une voiture de patrouille, il préfère prendre sa propre voiture. Il s'arrête devant une construction croulante en bois qui a 2 étages. Moore repère sur les boîtes aux lettres que la chambre est au rez-de-chaussée. Il frappe. Après un moment de silence, une voix lui dit « Entrez !» Moore ouvre la porte et découvre un homme vautré sur un lit adossé au mur. « Vous êtes Carl Betten ?»« Ouais. Et vous, lieutenant Moore, Sammy m'a montré une photo de vous quand on était sur le bateau. » Betten lui fait signe de s'asseoir. Moore se souvient de la description que la femme du drugstore Greens a donnée à l'agent Williams, parlant d'un jeune homme aux cheveux épais. « Je suis venu au sujet de l'appel téléphonique que vous avez fait à propos de Sammy, » déclare-t-il. « Pourquoi ne pas avoir donné votre nom ?» Un instant, Betten semble surpris, puis hausse les épaules. Je ne sais pas comment vous avez découvert que c'est moi qui ai téléphoné, mais ça change pas grand-chose, hein, je pense. Non. Acquiesce Moore. Je voulais simplement savoir pour Sammy et cette fille de Water Street. Autant que vous le sachiez, lieutenant, Sammy a rencontré cette femme dans un bar de Water Street. Il était complètement saoul. La fille l'a invité à monter. J'ai essayé d'empêcher Sammy de la suivre, mais j'ai pas réussi. Alors je suis resté à l'attendre 1 heure, et puis j'ai pensé qu'il allait y passer la nuit, alors je suis parti. Il était quelle heure? Demande Moore. Carl Betten réfléchit 1 minute. Bon, autour de 1 heure du mat. Comment vous avez su si vite pour le meurtre? La propriétaire nous l'a signalé à 9 heures. Or, vous m'avez appelé à 9h15. Betten hésite un instant. Eh ben, je me suis inquiété pour Sammy. Alors, la première chose que j'ai faite ce matin, c'est de retourner là-bas pour voir s'il y était encore. J'ai vu les voitures de police et quand j'ai découvert ce qui s'était passé, j'ai pensé qu'il valait mieux que vous soyez au courant que c'était Sammy qui avait fait le coup. Pourquoi m'avoir appelé moi plutôt que l'inspecteur Hardin? Betten sort une cigarette de sa poche. Écoutez, lieutenant, Sammy m'a dit un bon nombre de fois que vous étiez comme un père pour lui. Alors, j'ai pensé que vous pourriez le couvrir. Un frisson glacé remonte l'épine dorsale de Moore. Il a fait du chemin en 9 ans. Il a eu de l'avancement parce que jamais il n'a accepté de compromission avec la loi. Mais aujourd'hui, il s'agit de son frère, Sammy. Moore veut changer de sujet. Son regard tombe sur les écouteurs posés sur le lit. Une radio courte?
Betten se redresse sur un coude. Non, un magnéto de poche. J'étudie l'espagnol avec des bandes préenregistrées. Vous connaissez? Moore acquiesce d'un signe de tête. Ses pires craintes au sujet de son frère Sammy sont confirmées. Il se lève pour partir. Betten glisse du lit et l'accompagne à la porte. En rentrant au bureau, Moore se sent plus bas qu'il ne s'est jamais senti de sa vie. Il se sent encore moins bien quand il revient au quartier général. Le détective Dubber est de nouveau dans le hall lorsqu'il arrive. « Rien de nouveau dans l'affaire Lila Wilson ?» demande Moore. Dubber secoue la tête. « On n'a rien pu trouver sur elle, pas de rapport de police, pas d'empreinte digitale enregistrée, pas de permis de conduire, rien, quoi. Lila Wilson est sans doute un faux nom. » Le lieutenant Moore gagne son bureau et s'assoit. Mais il ne peut pas supporter de rester immobile et il se met à arpenter son bureau. Il se maudit d'être un officier de police. Ah, si ce n'était pas son frère qui s'était fourré dans ce pétrin. Il sait bien que s'il ne livre pas Sammy, son travail de policier est terminé. Mais livrer son frère est un prix trop élevé pour protéger sa carrière. Dans les deux cas, il est fini. Ah, basta! Si je dois être fini, autant finir bien. Il sort de la pièce, traverse lentement le hall et prend le couloir qui mène au bureau de l'inspecteur Hardin. Il entre sans attendre que l'inspecteur l'y invite, et il commence à parler tout de suite. Comme ça, il ne risque pas de changer d'avis. J'ai deux choses à vous dire, inspecteur. Premièrement, je démissionne. Deuxièmement, je veux que vous arrêtiez mon jeune frère Sammy Moore pour avoir tué Lila Wilson ce matin à Water Street. L'inspecteur ne montre pas de réaction. Moore imagine qu'après 30 ans dans ce métier, rien ne peut plus le surprendre. Qui dit que votre frère a tué Lila Wilson? Demande l'inspecteur. Lui-même, inspecteur. L'inspecteur courbe ses larges épaules, pose une main lourde sur son bureau et de l'autre désigne une chaise. Racontez-moi ça, lieutenant. Moore n'a pas le temps de s'asseoir qu'il explose. Je crois que j'ai pigé, inspecteur. Je crois que j'ai pigé tout le truc. Je vais arrêter immédiatement Carl Betten. Je prends Dubber avec moi. L'inspecteur grimace et s'arrache péniblement de son fauteuil. Je viens avec vous, Moore. Vous avez une piste? Demande Dubber quand il monte en voiture. Ouais, répond Moore. Je crois que c'est Carl Betten. Il était dans la marine avec mon frère. Moore gare la voiture devant la maison. Il ouvre la porte d'entrée et se dirige vers la chambre et entre sans frapper, l'inspecteur et Dubber sur ses talons. Betten est toujours affalé sur son lit. Quand il entend la porte se refermer, il se redresse, surpris. « Bon sang !» s'exclame-t-il. Il jette un regard soupçonneux aux trois hommes. « Mais qu'est-ce que c'est ?»« Pas grand-chose. Je vous présente l'inspecteur-chef Hardin et le détective Dubber. Ils s'intéressent à votre magnétophone. » « Tiens, drôle d'idée. Qu'est-ce que vous voulez savoir ?» demande Betten. « Nous aimerions entendre quelques-unes de vos bandes, » dit Moore. « Mais naturellement, » acquiesce Betten. Il se lève du lit, mais le lieutenant agrippe son bras au moment où il commence à traverser la pièce. « Je vais les prendre, » dit Moore. « Dubber, surveille-le. » Moore prend le magnétophone et remplace la bande qui est à l'intérieur par une de celles qu'il a dans la main. Il met les écouteurs. C'est une leçon d'espagnol. Ainsi que la suivante. Mais la troisième ne l'est pas. Betten se renfrogne quand il voit l'expression de satisfaction du lieutenant. Celui-ci augmente le volume sonore et tend les écouteurs vers les deux autres hommes. La voix est régulière. « Je m'appelle Sammy Moore. Je suis sorti de la marine depuis une semaine. La nuit dernière, j'ai rencontré une fille dans Water Street et je suis monté dans sa chambre. Nous nous sommes disputés et je l'ai étranglée. La fille avait de longs cheveux blonds et portait un t-shirt en chemise de nuit quand je l'ai tuée. » D'abord, regarde le lieutenant avec stupéfaction. « Est-ce que Steve essaie de dire que c'est votre frère Sammy qui a tué cette fille ?»« Pire que ça !» aboie Moore, qui est hors de lui.
Il a réussi à le faire dire à Sammy lui-même. Betton a fait perdre conscience à Sammy la nuit dernière, sans doute en mettant des somnifères dans son verre. Ensuite, il a roulé jusqu'à Water Street avec Sammy à l'arrière. Il est monté dans la chambre de la fille et l'a tuée. Puis, utilisant son magnétophone de poche, il a fait un court enregistrement et il a mis les écouteurs aux oreilles de Sammy qui gisait inconscient dans la voiture. Il a laissé la bobine déverser la suggestion de meurtre dans le subconscient de Sammy durant son sommeil. Vers le matin, il l'a déposé sur un banc dans le square près de Water Street. Quand Sammy s'est réveillé, il était persuadé d'avoir vraiment tué la fille. Il avait l'air tellement convaincu que sur le moment je l'ai cru. Mais le déclic s'est fait dans le bureau de l'inspecteur Hardin quand j'étais résolu à démissionner et à livrer Sammy. En un éclair, j'ai pigé le scénario que ce salaud avait monté. Pendant qu'il parlait, Dobber a mis les menottes à Betton. Il le maintient fortement en lui tordant les poignets. Tout le corps de Betton se crispe sous la douleur. « Allez, petite ordure, on t'écoute, presse-toi un peu !» lui crie Dobber en lui tordant encore un peu plus fort les poignets pour le persuader de passer aux aveux. « Ah, assez !» crie Betton. « C'était une traînée, et malheureusement c'était ma femme. Je l'avais épousée il y a 4 ans, à ma première permission. J'avais à peine réembarqué qu'elle s'était mise à cavaler, mais je l'ai pas su. Elle m'a raconté des histoires pendant plus de 3 ans. Moi, je lui envoyais ma solde et en plus, je remboursais le crédit de la maison. Et puis quelqu'un, un jour, lui a refilé de la drogue. Alors, elle a nettoyé mon compte et vendu la maison. J'avais juré de la tuer quand je sortirais. C'est fait, et c'est bien. Je regrette rien. Et t'avais choisi Sammy pour te couvrir, hein, parce qu'il avait un frère lieutenant de police. Continue Moore. T'étais persuadé que je brouillerais les pistes pour sauver mon frère. Et là t'as commis une erreur, mon petit gars. Enchaîne l'inspecteur Hardin. Si t'avais parlé un peu plus avec Sammy, il t'aurait sûrement dit que son frère est un incorruptible. Cet été, Bill Hardy n'est pas allé en vacances au Mexique ou en Europe. Pour une fois, il a délaissé les grands hôtels où on le voit habituellement à cette époque de l'année. Il a pris un sac à dos, une tente pliable et il est parti camper dans les montagnes vertes. Il en a assez de New York et de son travail. Bill se promène par les sentiers en humant l'air à plein poumon. Ici, se dit-il, plus de maître Hardy et plus de grandes plaidoiries. Je ne suis qu'un randonneur solitaire perdu dans le silence de la forêt. Ça fait 2 jours déjà qu'il n'a pas vu la moindre trace humaine. Aussi, quand il découvre un petit chalet au détour de son chemin, il décide de s'y arrêter. L'endroit est tenu par un géant débonnaire qui se précipite vers lui pour l'aider à se débarrasser de son sac. « La route n'a pas été trop dure ?» demande l'homme à Hardy. « Vous voulez un whisky pour vous retaper ?»« Volontiers », répond Hardy en s'asseyant à une table. « Dites-moi, vous avez vu beaucoup de randonneurs dans le coin ?»« Personne depuis une bonne semaine », répond le patron. Et il sert à son client une généreuse rasade de whisky. À ce moment-là, un homme pousse la porte du chalet. Oh, il n'a pas l'air d'un randonneur, non. Il ressemble plutôt à ces clochards que Bill a l'habitude de croiser à New York. Ses vêtements sont déchirés et une fiole de whisky dépasse de sa poche. Il est maigre, mal rasé et ses yeux brillants indiquent qu'il a déjà beaucoup bu. Le patron le suit du regard avec une évidente méfiance. « Qui est-ce » demande Bill. « Oh, lui, c'est Frank. On l'appelle aussi Frank le dingue. Il vit dans la montagne, même en hiver. Il chasse, il se construit des cabanes qu'il détruit le matin.
La solitude l'a rendu assez bizarre, mais il n'est pas méchant, hein. Il vient me voir à chaque fois que sa provision de whisky est à sec. Le patron se détourne de Bill et s'approche du nouveau venu. « Qu'est-ce que tu veux, toi, encore, hein? Je t'ai donné une caisse la semaine dernière. Tu vas pas me dire qu'elle est déjà finie. D'ailleurs, tu me dois plus de 15 bouteilles. Et tant que tu m'auras pas payé, je te verserai pas une goutte de plus. »« Mais j'ai pas un sou !» pleurniche le clochard. « Allez, fais-moi crédit une dernière fois, je t'en prie, Fred. »« Rien, je te dis. T'auras plus rien. Et maintenant, décampe !» Effrayé par le patron, le clochard se lève et court vers la porte. Mais avant de l'atteindre, il se retourne vers Bill et lui jette un regard plein de haine. « Il y en a pour les touristes ici. Ils viennent salir nos forêts, ils boivent notre whisky. Un jour, il faudra bien que ça cesse. » Comme le patron marche vers lui d'un air décidé, l'homme s'en va pour de bon cette fois. En resservant un verre à Bill Hardy, Fred soupire. « Faites pas attention à lui, il ferait pas de mal à une mouche. Simplement, il aime pas les étrangers. Faut vous dire que, il y a quelques années, il avait un poste important au parc national. À cette époque, il était sobre comme un chameau, mais un jour, on l'a remplacé par un gars de New York, un type qui ne connaissait rien à la région, mais qui avait fait de belles études. Et depuis ce jour, Frank peut plus voir les New-Yorkais en peinture. Une demi-heure plus tard, Bill prend congé du patron et reprend sa route. L'alcool le grise et il avance d'un bon pas en sifflotant. Mais bientôt, derrière les arbres de la forêt qui se dressent autour de lui, il croit entendre des pas. Il met d'abord cette impression sur le compte du whisky, mais très vite, il a la certitude d'être suivi. « Qui va là ?» demande-t-il. Pas de réponse. Bill accélère sa marche. Le jour commence à tomber devant lui et il ne peut s'empêcher d'avoir peur. Soudain, il entend un cri sauvage, semblable à celui d'un loup. Il observe attentivement les fourrés, mais il ne voit rien. C'est alors qu'à 3 pas de lui, l'homme bondit sur la route. Il a sauté d'un arbre. Bill le reconnaît tout de suite. C'est le vagabond du chalet. Alors, on a peur du grand méchant loup? L'homme reste immobile devant Hardy, lui barrant le passage. « Laissez-moi passer !» dit Bill en essayant de le repousser. Mais le vagabond est plus solide qu'il n'y paraît. D'une bourrade, il oblige Bill à reculer. Déséquilibré par son sac, celui-ci tombe sur le dos. L'homme éclate de rire. « Alors, vous faites les malins, vous autres, les gens de la ville, hein? Vous vous croyez très fort et vous venez nous donner des leçons. Mais en fait, vous n'êtes même pas capable de tenir sur vos jambes. » « Laissez-moi passer !» répète Bill en se relevant. « Je ne fais rien de mal. Je suis en vacances, je me promène et je regarde le paysage, c'est tout. » « Ouais, vous vous promenez et puis vous balancez vos saloperies par terre. Vous nous volez notre whisky et vous nous volez même nos boulots sous prétexte que vous avez été aux écoles. » Inutile d'argumenter, se dit Bill, inutile de lui préciser que je fais très attention à ne rien jeter qui puisse salir la forêt. Ce type est complètement fou et il a décidé de se faire un New-Yorkais. Il vaut mieux ne pas se frotter à lui. Bien sûr, le patron m'a dit qu'il n'était pas méchant, mais ça, c'est comme les chiens. On vous dit toujours qu'ils sont inoffensifs jusqu'au jour où ils arrachent la gorge de quelqu'un. Non, le mieux que j'ai à faire, c'est de rebrousser chemin jusqu'au chalet. Bill commence à retourner sur ses pas. Le chalet est à moins de 2 kilomètres, mais soudain, le vagabond le ceinture par derrière et lui tord le bras. « Alors, on veut pas rester avec moi? On n'aime pas les gens du coin, peut-être? Arrêtez, arrêtez! Mais vous êtes fou, vous allez me casser le bras !» Une brûlure terrible lui déchire l'épaule. Il est au bord de l'évanouissement. Il entend toujours le ricanement effrayant de l'homme derrière son dos. « Tu peux gueuler autant que tu veux. On n'est pas à New York ici. Aucun policier ne viendra te délivrer. Alors je vais m'amuser un petit peu avec toi. » L'homme le précipite sur le sol. Bill roule par terre, mais il sent au bout de ses doigts une branche morte. Alors que le vagabond se penche sur lui, Bill attrape la branche et en se retournant, il frappe l'homme au genou. Le vagabond se tient la jambe, il essaie de se protéger des coups de Bill, mais le gourdin l'atteint en plein visage. Hardy frappe encore, puis il jette la branche au loin. Peu à peu, comme s'il sortait d'un cauchemar, il voit le corps de l'homme allongé à ses pieds.
Hé! Hé! Dit-il en lui secouant l'épaule. Réveillez-vous! Mais réveillez-vous, bon Dieu! Mais le vagabond ne bouge pas. Son corps est inerte. Son visage est ensanglanté. Bill se prend la tête à deux mains. Mon Dieu, il vient de tuer un homme. Sa première idée est de se dénoncer, d'invoquer la légitime défense. Mais Bill sait ce qu'est un procès. Et pour cause. Il est avocat. Il sait que personne ne le croira. Il imagine déjà le réquisitoire de l'avocat général, trop content d'envoyer un homme comme lui derrière les barreaux. Et même s'il s'en tire avec un non-lieu, sa carrière sera brisée. Bill a travaillé très dur pour sortir de la masse. Il se souvient du temps où il crevait de faim. Aujourd'hui, il est l'un des avocats en vogue de New York. Il ne plaide que des affaires retentissantes. Les plus grandes firmes se disputent ses services. Et il faudrait renoncer à tout cela à cause d'un poivreau qu'il a provoqué? Non. Non, se dit-il. Ça n'est pas juste. Il regarde alentour et analyse rapidement la situation. Après tout, elle n'est pas si désespérée. Il n'y a pas de témoin. Quant à l'arme du crime, Bill ramasse la branche avec laquelle il a frappé le vagabond. Il s'en servira ce soir pour allumer un feu. Quelques semaines plus tard, tout est rentré dans l'ordre. Bill a retrouvé son bureau new-yorkais et, sans une douleur persistante au bras, il aurait oublié toute cette affaire. Bien sûr, il a éprouvé quelques remords, mais il s'est dépêché de les étouffer en se disant que ce type était une crapule, un bon à rien, un parasite qui ne méritait pas de vivre. Ce matin-là, Bill arrive à son bureau. Comme tous les jours, il commence par lire son journal à la page des faits divers. Qui sait, il peut trouver une affaire intéressante. Soudain, un entrefilet attire son attention. Il lit. Du nouveau dans l'affaire du vagabond battu à mort dans les montagnes vertes. Le suspect numéro 1 a enfin avoué. Il s'agit du tenancier d'un chalet situé à 2 kilomètres du crime. Après plusieurs jours d'interrogatoire, il a reconnu qu'il avait tué le clochard pour lui voler son argent. Comme sa secrétaire entre dans le bureau, Bill referme précipitamment le journal. « Quelque chose qui ne va pas, monsieur Hardy ?» demande la secrétaire. Effectivement, il est livide tout à coup. Il tente de sourire et répond « Non, 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 ça n'est rien, Carole. J'ai très peu dormi, voilà tout. » Toute la matinée qui suit est un calvaire pour Bill Hardy. Il revoit le visage du patron et l'imagine en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Alors que dois-je faire? Se dit-il. Me dénoncer pour sauver ce malheureux? Bill n'en a pas très envie. Cet idiot n'avait qu'à pas avouer. Ah, il est vrai qu'avec le traitement qu'ils ont dû lui faire subir... C'est alors qu'il lui vient une idée. Une idée géniale. Bien sûr, elle comporte quelques risques, cette idée, mais ce serait le moyen de tout arranger. Il va défendre ce type et le faire acquitter. Comme ça, cette affaire ne fera aucune victime, excepté le malheureux clochard, bien entendu. Carole, voulez-vous réunir toute la documentation que vous pourrez trouver sur cette affaire, lui dit-il en lui tendant le journal. Carole prend le journal et soupire. Ah oui, le cas du vagabond, j'ai vu ça ce matin. Mais, monsieur, sans vouloir vous offenser, ça n'a pas l'air très intéressant. Le patron du petit chalet a avoué. Je crois qu'il est innocent, réplique Bill. Oui, j'ai une sorte d'intuition. Je crois même que je vais le défendre. Carole sourit en refermant la porte du bureau. Son patron est si sensible, si généreux.
C'est bien lui, ça. Défendre un inconnu que tout accable. On dirait que t'as de la chance, mon garçon, lance le gardien à Fred Duncan à travers les barreaux de sa prison. Ton avocat va venir, et puis c'est pas n'importe qui, hein. C'est Maître Bill Hardy, l'un des tout meilleurs du pays. Il est persuadé que t'es innocent. Quelques minutes plus tard, en effet, Fred Duncan, le patron du chalet, entend s'ouvrir la porte de sa cellule. C'est son avocat. Fred le reconnaît immédiatement. Il a vu ce type dans son chalet. D'ailleurs, l'avocat s'approche de lui avec un sourire amical. « Ne dites rien !» lance Bill avant que Fred ait pu ouvrir la bouche. « Vous avez déjà trop parlé. Je vais vous sortir de là, car je suis persuadé que vous êtes innocent. » « Mais comment allez-vous faire ?» demande Fred. « C'est trop tard puisque j'ai avoué. » Bill lui sourit et s'assied à ses côtés sur le lit. « Oh, j'imagine facilement dans quelles conditions vous avez avoué. Ils vous ont empêché de dormir, n'est-ce pas? Ils vous ont dit que vous auriez tout ce que vous vouliez après avoir signé. Et enfin, ils vous ont maltraité. Pas vrai? » Fred hoche tristement la tête. « Ouais, ça s'est passé exactement comme vous dites. »« Ça ne m'étonne pas, » reprend Bill. « Et ça, ce sera très facile à prouver. On connaît les méthodes de la police, donc ne vous tracassez pas. Racontez-moi plutôt ce qui s'est vraiment passé. » Eh ben, j'ai volé Franck, ça c'est vrai. Mais il me devait cet argent. Et puis je l'ai pas touché, je le jure. Il était endormi et j'ai pris l'argent qui dépassait de sa poche. Après, je suis parti et je sais pas ce qui a pu lui arriver. Fred regarde son avocat avec inquiétude, comme s'il doutait d'être cru. « Oui, évidemment, c'est difficile à plaider, » soupire Bill. « D'autant qu'il était encore très tôt, 8 heures environ. On l'imagine mal plongé dans un profond sommeil à 8 heures. À moins qu'on l'ait tué avant que vous ne le voliez. Est-ce que c'est possible, monsieur Duncan? Est-il possible que l'homme que vous avez dépouillé ait été tué avant? » Fred semble chercher dans ses souvenirs. « Je sais pas. Il faisait déjà nuit. Non, ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas bougé. Bon, eh bien, ça nous fait déjà une piste. Ne craignez rien, monsieur Duncan. Vous êtes entre de bonnes mains. Et puis, vous avez un témoin. » Comme Duncan écarquille les yeux d'étonnement, Bill lui sourit. « Mais oui, moi, monsieur Duncan. Je me rappelle la manière dont vous m'avez parlé de ce pauvre Franck, et franchement, ça n'est pas ainsi qu'on parle d'un homme qu'on s'apprête à tuer. » Quelques semaines plus tard, le procès commence. Bill fait d'abord appeler les policiers qui ont enregistré les aveux de Fred. Par chance, ils ont exactement l'air de ce qu'ils sont. Deux brutes épaisses. « Sergent Ford et Graham !» s'exclame Bill. « Je vous accuse d'avoir usé de violence pour extorquer des aveux à mon client. »« Répondez, je vous prie !» demande le juge. « On l'a pas brutalisé !» réplique l'un des deux policiers. « On l'a juste bousculé un peu. »« Ils m'ont battu !» s'indigne Fred. « Avec des bottins pour pas laisser de traces. Sinon, moi, j'aurais jamais avoué. » Incontestablement, la défense marque un point. Les jurés échangent des murmures en regardant les deux policiers. Visiblement, plus personne ne les croit. Une fois que le problème des aveux est balayé, la tâche de Bill est beaucoup plus facile. Puisqu'il n'y a aucun témoin du drame, le bénéfice du doute profite à Fred. Le dernier qui a vu Fred, c'est précisément Bill, et il raconte la scène comme il l'a vécue. Il est extrêmement convaincant. « Croyez-vous, conclut-il, croyez-vous que cet homme a pu tuer un pauvre vagabond? Moi, je ne le crois pas. C'est pour cela
que j'ai accepté cette affaire. Par un hasard extraordinaire, j'ai rencontré l'accusé quelques instants avant le drame et je peux vous assurer qu'il n'a rien d'un criminel. Bon, il a volé la victime, mais uniquement parce que la victime lui devait cette somme. Vous ne pouvez pas le condamner pour cela. Le seul argument de l'accusation, c'est qu'il n'y a pas d'autre suspect. C'est incroyable, se dit Bill en écoutant le procureur général. Incroyable. Pas une seconde, il ne lui viendrait à l'esprit de me soupçonner. Pourtant, j'étais là, moi aussi. Mais enfin, c'est vrai, dans cette robe d'avocat, je n'ai pas l'air d'un assassin. Finalement, après une délibération assez courte, le jury répond non à toutes les questions. Fred est déclaré innocent. Il n'en croit pas ses oreilles. « Alors, je suis libre ?» demande-t-il à son avocat. « C'est bien sûr. » « Oui, mon ami, vous êtes libre. Justice est faite. » Hardy raccompagne son client vers la sortie. Comme ça n'est pas une affaire bien extraordinaire, la foule se dissipe bientôt et les deux hommes se retrouvent seuls sur les marches du palais. « Eh bien voilà, » dit Bill. « J'ai été très heureux de vous défendre. Maintenant, je dois retourner à... » Attendez, maître. Il faut que je vous parle. Bill regarde Fred avec méfiance. Il se doute de quelque chose, se dit-il. Maintenant, s'il a tout compris, il est capable de me faire chanter. D'accord, Fred. Allons boire un verre. Lorsqu'ils sont installés à une table de café, Fred regarde à droite et à gauche avant de se décider à parler. « Maître, pourquoi vous m'avez défendu ? » ?»« Mais je vous l'ai dit, mon ami, depuis le début, j'étais sûr que vous étiez innocent. Ces choses-là ne s'expliquent pas, c'est une question d'intuition. Et si j'avais été coupable, vous m'auriez défendu ? » insiste Fred. « Non, » répond Bill. « Non, je ne défends que les causes auxquelles je crois. » Fred baisse la tête. Visiblement, il a du mal à parler. « Mais qu'est-ce qui vous tracasse encore, mon ami ?» demande Bill. « Avec moi, vous pouvez parler sans crainte. » Justement, maître, j'en suis pas si sûr. Fred a un petit rire. « Remarquez, maintenant, on est, comme qui dirait, complices. » « Ça y est, » se dit Bill. Il me tient. Il a tout compris. « Ben oui, » reprend Fred. « Il faut que je vous fasse un aveu, maître. Vous avez été si chic avec moi. Si je vous dis pas la vérité, ça va me tracasser jusqu'à ma mort. Voilà. C'est bien moi qui ai tué ce pauvre Frank. » « Mais vous délirez !» répond Bill avec un large sourire. « Non, c'est moi. Je savais bien que ça vous ferait pas plaisir. Mais enfin, j'avais avoué, moi, et puis vous êtes venu m'embrouiller la tête avec vos histoires, alors je me suis laissé faire. Voilà comment tout s'est passé. Quand je suis arrivé, j'ai bien pris l'argent dans la poche de Frank. Seulement, après, il s'est réveillé. Il avait dû tomber et il s'était amoché le front, enfin, il était plein de sang. Et voilà Tipa qui se met à gueuler « À l'assassin, à l'assassin, à l'assassin !» Alors moi, j'ai pris peur et je l'ai frappé avec une branche, droit sur la nuque. Le coup du lapin, ça pardonne pas, hein. Hardy est rouge de colère. Face à lui, Fred se fait tout petit. « Mais comprenez-moi, maître, je voulais pas le tuer. C'était, comme qui dirait, un accident. Alors, j'allais pas gâcher ma vie à cause de ça. » À ces mots, Bill se radoucit. À l'étonnement de Fred, il commence même à sourire. Enfin, en lui tapotant doucement la main, il murmure « Je vous comprends, mon ami. Je vous comprends. Vous avez raison. Nous sommes un peu comme des complices.
vous et moi.